Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde que nous avons intitulée donc Designer, prendre sa place à la table des décisions. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ce titre ? Parce qu'en fait, cette place, force est de constater qu'elle est difficile à prendre. Et en plus, on est dans un contexte qui est un peu particulier, que ce soit économiquement parlant avec une incertitude politique et géopolitique. Donc on a des baisses de budget ou en tout cas des stagnations. Avec une innovation de rupture, ou en tout cas une innovation forte avec l'IA, donc qui rebat pas mal de cartes et également de compétences. Enfin aussi avec la place du design qui est souvent questionnée. Donc on est un peu sur une double contrainte. D'un côté, des logiques héroïstes qui sont d'autant plus fortes, avec un souci de rationalisation, d'automatisation ou autre. Et de l'autre, la volonté de faire du bon design, de l'éco-conception ou autre, et dans des contextes comme celui-ci qui passent souvent en second plan. Donc pour y répondre, nous avons deux invités, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi des leaders qui prennent cette place et qui de plus en plus s'organisent. Donc on a ici présent et donc qui vont pouvoir nous rejoindre sur scène, Marine Boudot. Marine, si tu veux bien nous rejoindre, vous pouvez l'applaudir. Donc Marine Boudot, donc je travaille au ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités en qualité de sous-directrice des produits et services numériques. En gros, je travaille dans l'administration, je gère une équipe qui gère 250 produits et applications pour le compte de ces trois ministères. Et précédemment, j'étais dans une autre administration, la direction interministérielle du numérique. Avant ça, dans un parti politique. Et encore avant ça, j'ai travaillé 15 ans aux États-Unis dans le produit, le design et le développement. Très bien, merci. Tu as eu beaucoup d'initiatives comme Design Gouv que tu as lancé, Commando X et les brigades du numérique, si je ne dis pas de bêtises. Brigade d'intervention numérique. Brigade d'intervention du numérique. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends place au centre. Et notre deuxième invité, Jérôme Ferrari-Fromager, Head of Design d'Orange Innovation. Bonjour Jérôme. Est-ce que Jérôme, tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc Jérôme Ferrari-Fromager, je suis chez Orange. Tout le monde connaît Orange. Ouais. Orange Innovation, en l'occurrence, c'est la division, donc comme son nom l'indique, qui travaille sur l'anticipation et un peu de recherche, beaucoup de recherche. Donc moi, je suis Head of Design au sein d'Orange Innovation. Et donc on va revenir, je pense, aux questions sur mon background. Moi, j'ai commencé en agence de pub. Personne n'est parfait. Et après, j'ai basculé dans le groupe au moment où on réfléchissait sur la publicité sur le mobile. Et ensuite, j'ai fait un peu plus de 10 ans à l'étranger, toujours pour le groupe, dans des fonctions plutôt marketing. 180 designers à peu près. Et oui, c'est ça. Des chercheurs et des designers pour un peu moins de 190 personnes, ouais. Très près, si on compte tout le monde. Si on compte tout le monde. Merci Jérôme. Et pour animer cette table ronde, vous avez deux personnes. Zaliata, pour commencer. Bonjour Zaliata. Bonjour. Donc Zaliata Amada Lafeuille, donc qui est... alors on m'a dit que j'avais pas le droit de dire que c'était une des références du Design Ops en France, mais c'est le cas. Donc Design Ops actuellement chez BPCE, qui est aussi quelqu'un qui œuvre beaucoup en fait pour diffuser cette discipline à travers la formation notamment au laptop, et aussi très engagé pour les femmes dans le design et la diversité, notamment tu es mentor, si je dis pas de bêtises, chez Hexagone. Voilà, vous pouvez l'applaudir aussi. Et donc, on a comme co-animateur Antoine Vollon-Logeret, donc qui est la personne qui m'a demandé de co-animer cette soirée. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de l'organiser, donc je suis hyper contente qu'on soit là aujourd'hui. Et donc, Antoine, qui est le magicien de la data pour les designers, donc qui est aujourd'hui chez Tiga en tant que senior manager design. Et qui a un parcours où il y a du consulting, tu as créé aussi ton agence de design, et puis tu es vraiment un expert de, on va dire, valoriser les activités des designers. Et donc tu fais aussi une formation, toi aussi au laptop, sur la data et la CX. Donc voilà, quelqu'un de bien à connaître. Vous pouvez l'applaudir aussi. Bien, maintenant qu'on a fini de s'envoyer à tous des fleurs, passons aux choses sérieuses.
On va lancer le premier thème, et pour ce thème, c'est Zaliata qui va lancer les hostilités. Donc la première chose par laquelle on commence, c'est aujourd'hui la place du design dans vos organisations. En fait, à qui vous reportez, où se trouve le design dans vos organisations? Donc je reporte moi à la directrice du numérique des ministères sociaux, donc je suis membre du CODIR. Et en fait, sa chef à elle, c'est la secrétaire générale des ministères sociaux, Sophie Lebray. Donc voilà, on est au cœur finalement du numérique des ministères sociaux. Et il faut savoir que mon équipe, elle n'est pas uniquement constituée de designers, d'ailleurs principalement de chefs de projet, un bureau aussi spécialisé sur la data, et puis une équipe de design et développement. D'accord. Alors j'entame sur la première question et je te laisserai après enchaîner, Jérôme, parce que en fait, comment dans cette organisation qui est massive, vous vous intégrez dans la stratégie numérique de l'État, on va dire? Alors, comment on s'intègre? Alors, en fait, il faut savoir comment le numérique de l'État fonctionne. Dans chaque ministère, il y a des directions dites métiers. Ça, c'est plutôt facile de s'identifier par rapport au privé. Donc, par exemple, la direction générale de la santé, la direction générale de la cohésion sociale, direction générale du travail, etc., etc., l'IGAS. Voilà, tout un ensemble d'organisations. Et des ministères sociaux, sa caractéristique, c'est que c'est assez large. Donc, chacune de ces directions d'administration centrale porte des politiques publiques, et dans le cadre de des politiques publiques, mais aussi souvent des besoins réglementaires et de l'outillage aux agents. Et donc, la direction du numérique, dans ce cadre-là, elle est là pour outiller, pour soit équiper les agents avec des ordinateurs ou du réseau Wi-Fi, mais aussi pour créer des produits, des services numériques pour, par exemple, les inspecteurs du travail, qui puissent faire leur travail, exemple concret, ou bien des services aux usagers qui vont être vus par les citoyens, par exemple un Jeune et Solutions, le simulateur d'aide jeune dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un simulateur d'aide pour les jeunes, entre guillemets, et d'autres services qu'on gère. Un service récemment qu'on a lancé qui s'appelle Honorabilité, qui d'ailleurs est sorti dans la presse cette semaine, qui est sorti en expérimentation dans 6 départements en septembre, et qui vise en fait à s'assurer que les adultes qui vont travailler auprès de jeunes sont honorables, c'est-à-dire que n'ont pas précédemment eu de conviction, et du coup et depuis le lancement du produit dans 6 départements, il y a déjà eu beaucoup de blocage finalement d'accès à l'emploi de ces personnes qui auraient pu nuire à des jeunes enfants. Et donc, comment est-ce qu'on s'inscrit? Je ne veux pas faire trop long. Comment est-ce qu'on s'inscrit pour soutenir les directions dans le portage de ces politiques publiques? C'est en collaborant avec eux sur tous ces projets, tout simplement. Donc, je pense que quand on parle d'Orange, on parle aussi de choses similaires en termes de complexité, et aussi de toucher un public qui est très large. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton organisation à toi et comment ça s'inscrit dans la stratégie d'Orange? Alors, c'est vrai que, comme je vous le disais, on est dans une division qui s'appelle l'innovation. Donc, on travaille sur les produits plutôt de demain et d'après-demain. Donc, on est des équipes globalement orientées, on va dire, anticipation, dans lequel il y a effectivement une majorité quand même. On est une boîte d'ingénieurs au départ, connue et reconnue pour ça. Et donc, on voit bien effectivement dans l'histoire, dans la culture de la boîte, à quel point effectivement la vision d'un ingénieur est importante. Et donc, derrière, on construit progressivement la vision produit aujourd'hui avec des gens qui viennent du marketing, des gens qui viennent du design pour essayer de créer des squads. Donc, on appelle ça chez nous des value streams qui viennent adresser un certain nombre de verticales de produits qui permettent d'anticiper un peu ce que seront les métiers et surtout les services telco de demain. Donc, on s'inscrit dans cette organisation-là de plus en plus. Moi, je reporte à ce qu'on appelle un CPO, donc un Chief Product Officer, qui est une fonction relativement nouvelle au bord de notre entreprise, puisqu'il y a la volonté aussi de rentrer dans une logique de transversalité au bord du groupe, puisqu'il y a beaucoup d'entités. Il y a d'abord les pays. Il y a plus d'une 40aine de pays, si on regarde. Après, il y a des entités spécifiques comme Orange Business, qui traitent, comme son nom l'indique, des activités plutôt des pros et des grands comptes jusqu'aux grands comptes. Il y a une constellation, on va dire, d'entités qui existent au bord du groupe. Et notre enjeu, pour faire court, c'est d'apporter la patte humaine utilisateur
pour pouvoir orienter l'expérience des clients de manière à créer quelque chose d'unique et en tout cas de différenciant sur un marché où l'agressivité commerciale est très forte et la valorisation du service qu'on apporte est à démontrer chaque jour. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce type d'organisation où, en fait, on imagine des mastodontes avec beaucoup d'employés, beaucoup d'idées, beaucoup de produits. En fait, à ce moment-là, comment est-ce que vous participez au processus de décision, justement, par rapport aux produits? Comment vous vous insérez dans ces processus de décision qui sont protéiformes, hein? Je connais bien Orange, j'ai pas dit, mais j'ai travaillé 20 ans chez Orange, donc D'accord. Je pense que il y a un sujet de gouvernance quand on atteint une certaine taille. On va faire simple, hein. Quand on atteint une certaine taille, qu'on regarde la diversité des produits et des services qu'on doit sortir, il y a une question effectivement de gouvernance et de capacité à mettre en place un process qui, à un moment donné, permet de filtrer les innovations jusqu'à un certain moment pour pouvoir après les rendre disponibles sur les pays, puisque on est dans une logique de chaîne de valeur qui consiste à dire, on réfléchit, hein, pour faire très caricatural, des gens qui sont en avance de phase réfléchissent à ce que devraient être les services demain et après-demain. On essaye de sélectionner ceux qui ont le plus de valeur dans la dynamique stratégique de l'entreprise et on essaye, autant que faire se peut, de les mettre à disposition de ceux qui doivent les customiser à leur sauce, je vais le dire comme ça, en fonction de leurs contraintes culturelles ou autres, pour derrière en faire un produit qui crée de la valeur. Voilà, j'ai essayé de résumer un peu la démarche. Donc après, la difficulté qu'on a effectivement, c'est comment on se coordonne intelligemment, comment on est certain que effectivement le time to market, c'est-à-dire entre le moment où on réfléchit en recherche sur ce que pourrait être le service de demain, on le sélectionne, on en fait un produit d'anticipation, on vient le prototyper, on vient le mettre entre les mains d'un utilisateur et on le met dans les mains d'un pays pour lui dire bah vas-y, maintenant tu peux y aller. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas il y a une volonté d'accélérer ce phénomène-là. Et c'est vrai que les organisations aujourd'hui comme les nôtres s'appuient sur les Chief Product Officers pour justement redonner une vision produit qui soit la plus claire possible, mais qui s'appuie sur une vraie réflexion, sur un besoin, un positionnement. Donc on est plutôt dans du domaine marketing. On fait aussi de l'analyse financière, de rentabilité ou de positionnement par rapport à ce qu'on cherche à faire sur des marchés particuliers. Et là, un des enjeux, peut-être pour faire court et simple, c'est quand on raisonne dans une fonction corporate comme la nôtre, l'enjeu, c'est pas de servir un pays en particulier, c'est de mettre à disposition des briques qui permettent après au pays de pouvoir customiser leurs services en fonction de ces briques de départ. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, après c'est ma casquette Ops qui fait ça, c'est il y a une vraie connaissance du process, puisque tu décrivais vraiment quelque chose qui est de l'ordre du process time to market, et donc ça me marque. Et je me demande du coup pour toi comment ça s'organise par rapport à cette question de la relation que vous avez avec les équipes produits ou comment vous mettez dans les instances de décision par rapport au développement produit. Dans mon équipe, j'ai aujourd'hui chefs de projet et chefs de produit. Et donc, un des enjeux, c'est en effet comment est-ce qu'on arrive à passer à ce mode produit. C'est très complexe parce qu'en fait, on doit changer drastiquement la culture, le positionnement. C'est vraiment, je dirais le toggle de la responsabilité qui change, les tâches aussi, hein, le quotidien des personnes qui doit changer. C'est aussi un sujet de posture. Et donc, vis-à-vis de ces directions métiers, on a aussi un enjeu de transformation parce que ces directions métiers, je parlais donc exemple, la Direction générale de la santé, elles ne sont pas dans la même organisation. Enfin, disons que nous sommes chacune des directions d'administration centrale. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Ce travail d'influence et de transformation, il est aussi complexe parce qu'on va aller chez l'autre dire, là, on va vous apporter une nouvelle méthode. Alors, il y a eu, depuis quelques années, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on a appelé ce qu'on appelle toujours les startups d'État. Et ça a vraiment beaucoup aidé au sein de l'administration à apporter quelque chose de nouveau, d'itératif, à remettre un intrapreneur finalement porteur métier au cœur d'une équipe produit avec du design. Alors sans doute pas assez, mais avec du design, avec des développeurs, avec des experts data, etc., et avoir cette approche, cette équipe un peu autonome qui va pouvoir avoir des jalons et rapidement en fait pouvoir livrer quelque chose. Et on n'attend pas 10 ans pour sortir un produit. Mon enjeu, c'est comment je transforme donc une équipe sous direction produits et services numériques, composée majoritairement donc de chefs de projet,
pour avoir cette nouvelle posture de en fait on va faire du produit. Alors déjà ça passe par les marchés publics, c'est-à-dire que nos marchés publics aujourd'hui, et ça c'est pas rien, aux ministères sociaux, notre marché qu'on a piloté et lancé nous permet à la fois d'acheter des UO agiles et aussi des UO un peu moins agiles. Et donc pour revenir à ta question, en fait je vais y répondre de tout un ensemble de manières, mais typiquement ce qu'on essaye de faire en tout cas sur les projets qui démarrent, c'est poser les bonnes bases. Donc là, typiquement, on a un projet sur lequel on travaille autour de la maltraitance. Vous avez sans doute entendu il y a quelques... et d'ailleurs, le sujet est revenu récemment, mais il y a quelques années, voilà, le sujet Orpea, voilà, les drames dans les EHPAD de la maltraitance. Ce sujet-là est comment faire remonter les signalements et pouvoir fournir les outils aux agences régionales de santé, aux conseils départementaux, pour qu'ils puissent aller justement identifier quand il y a des problèmes et savoir où aller intervenir. Et donc, dans le cadre de ce produit, de ce projet, on a été présent dès le début. En fait, évidemment, c'est parti d'un décret, la loi bien vieillir, hein, et on a été présent voilà, dès le début du projet avec la Direction générale de la cohésion sociale. Et donc, on essaye de travailler le plus main dans la main. On a mis en place une équipe produit. Même en fait, la comitologie, on essaye de la rénover parce que pour tout un ensemble de ces directions et de ces équipes, allez, on a le copil, on a le costrat, on a les équipes qui préparent des slides. Et en fait, pour moi, créer des slides, c'est juste une perte de temps. Regardons les Kanban, faisons des démos, regardons le produit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, donc là, on démarre, on doit sortir quelque chose en septembre, en expérimentation déjà. Et donc, ce que j'ai proposé, on a déjà en fait fait un mini POC très rapide et on l'a montré à la Direction générale de la cohésion sociale, à leurs équipes. Et en fait, mais ça a rafraîchi l'ambiance de cette réunion mensuelle qu'on va appeler Copil, parce qu'ils étaient là, waouh, on peut déjà tâter ce qu'on essaye de faire, et du coup, on met du concret. On oublie les slides et l'idée, c'est qu'on itère comme ça et qu'on se mette dans une position d'action. Alors évidemment, on met de la recherche. On a mis de la recherche qu'on a déjà démarré il y a quelques mois. On essaye de mettre toutes les bonnes pratiques dans certains projets le plus possible et en parallèle, essayer aussi de transformer d'autres projets. Il faut aussi savoir, et je m'arrêterai là-dessus, pardon, je parle beaucoup, on a aussi beaucoup de projets qui sont dans ce qu'on appelle la maintenance en conditions opérationnelles. C'est-à-dire, c'est des projets sur lesquels on a finalement peu de budget et les équipes, on essaie de résorber les bugs, s'assurer que le produit fonctionne. Mais moi, même sur ces produits, ma conviction, c'est qu'on doit aussi pouvoir aller faire de la recherche utilisateur pour au moins aller prioriser les petites améliorations, les petites évolutions qu'on va pouvoir faire, qui vont rendre la vie de l'agent public, quel qu'il soit, un peu plus facilité, ou le citoyen, c'est ma conviction. Alors, ce qui est très intéressant, ce que vous avez raconté, il y a deux choses. Je vais rebondir sur un point, c'est le show ou non tell. Donc, on reviendra après sur les KPI, les chiffres ou autres. Mais effectivement, de ne pas oublier que le design est aussi quelque chose qui se montre. Et ça fonctionne très bien. Même surtout auprès des directions qui voient passer des tableurs Excel et des chiffres financiers toute la journée. Le deuxième point, c'est là, on a parlé un peu de l'organisation finalement produit en général, que ce soit à travers Orange, la stratégie et la plateforme, ou à travers aussi la transfo que vous faites chez vous. La question qui se pose souvent aussi, c'est que même en organisation produit, je prends l'exemple de Safe, par exemple, qui est en fait de l'agile at scale dans les orgas comme Orange, mais pas que. Le design, finalement, est souvent réduit au rôle de simple exécutant. Comment est-ce que vous faites, à la fois pour fédérer le design dans des organisations qui peuvent être très éclatées, petit 1 et petit 2, comment est-ce que derrière vous arrivez à vous offrir un espace pour avoir de la crédibilité? Oui, c'est une vraie question même un peu plus profonde. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est le rôle du designer dans des entreprises comme les nôtres? C'est-à-dire quelle est la contribution, quelle est la capacité de valorisation de l'expertise dans une entreprise qui drive la technologie en premier lieu, qui a du mal à faire reconnaître le marketing comme une expertise forte. Donc, tu arrives en troisième position, effectivement. T'as un sujet de reconnaissance et de valorisation de l'expertise. Donc, et quand tu regardes l'écosystème qui doit travailler ou qui devrait travailler avec lui, il est souvent cantonné à un rôle, effectivement, de peintre en bâtiment. Donc, du coup, il y a un décalage de compréhension déjà sur la nature de la contribution qu'on peut avoir. Alors, on va pas se le cacher, c'est aussi compliqué parce que dans l'écosystème du design, il y a aussi beaucoup de guerres de chapelle, de dogmatisme, d'un certain nombre de postures qui font que arriver à faire la synthèse, on va le dire comme ça, c'est un sujet aussi, de faire la synthèse des expertises et de dire finalement, this is it.
voilà ce que nous sommes capables d'aborder, voilà ce qu'on met derrière la notion de product designer. On a de la user research, on a de la conception de services, on a de la production UX UI, et c'est ça qu'on apporte. Il y a en plus du design d'objets qui vient se rajouter à ça, et puis nous, des chercheurs qui sont des chercheurs en sciences sociales et humaines et qui potentiellement peuvent interagir aussi avec de la user research parce qu'il y a de la réflexion sur les biais cognitifs qu'on intègre à un moment donné dans les parcours utilisateurs qu'on peut créer dans le cadre des prototypes. Donc vous voyez que très vite, on peut s'amuser à tourner en rond et à pas atterrir quelque part en disant bah voilà le référentiel donc qu'on a, et ce référentiel-là donne tel et tel type de contribution qui apporte au projet tel ou tel aspect, on va dire, de valorisation qui peut être apporté. Donc, c'est effectivement de redéfinir ou préciser ce que nous pouvons apporter au bord de l'entreprise. Et Dieu sait que, si je prends l'exemple d'Orange, il y avait un vrai déficit de reconnaissance, mais même de la fonction, quoi. C'est-à-dire, on savait pas que ça existait. Moi, je continue à faire mon VRP, y compris auprès des pays sur des sujets en particulier. Donc, il y a un déficit de notoriété, on va le dire comme ça, pour parler en langage publicitaire, et derrière un déficit de compréhension en fait de ce qu'on était capable d'apporter. Donc ça veut dire que, à part évidemment avec ceux avec lesquels on travaille et avec qui ça se passe bien, voilà. Mais il y a bien un réglage à avoir entre avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire d'être dans la production de peinture. Qu'est-ce qu'on construit en termes d'aménagement intérieur? Comment on va définir un parcours? Est-ce qu'on a besoin de définir un parcours spécifique? Bref, toutes les questions qu'on doit se poser en amont des projets, y compris dans la logique de la user research, c'est de se dire, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des produits, des services qui existent. C'est pas parce qu'on est juste en mode run ou en maintenance de ce service-là qu'il faut pas se reposer des questions sur la façon dont les utilisateurs atterrissent sur les pages et sont fatigués par être obligés d'avoir à faire 10 clics avant d'arriver sur l'information qui les intéresse. Donc, il y a bien une question de se dire, le positionnement de je développe un service et je le développe pour qui? Voilà, pas forcément la cible marketing, mais l'utilisateur, qui va l'utiliser derrière? Est-ce que c'est des cibles spécifiques? Est-ce que c'est des personnes qui ont des biais particuliers qu'il faut intégrer dans le cadre des processus? Toute cette réflexion-là, c'est au designer de l'apporter. Alors, ça veut pas dire qu'il tire la nappe sur l'intégralité de la réflexion en disant, bon, maintenant que j'ai l'utilisateur, vous allez gentiment disparaître. Non, on co-construit quelque chose pour pouvoir y répondre. On est dans des logiques de prototypage et progressivement, on donne de la valeur à ça. Et pour finir sur ce point-là, donc, reconnaissance et valorisation de ce qu'on est capable d'apporter au plus grand nombre. Et ensuite, j'allais dire ascétisation, c'est-à-dire mettre en place un certain nombre d'outils de référence, parce qu'on a la chance, quand on prend le prisme, j'allais dire de façon transversale, comme j'ai essayé de le prendre autour de cette ambition de reconnaître ou faire reconnaître le design et les designers au plus haut niveau de l'entreprise, c'est de l'intégrer au bord de l'entreprise. C'est-à-dire de dire que tous ceux qui font du design dans l'entreprise sont concernés par cette démarche-là parce qu'ils souffrent tous et toutes de la même chose, du déficit de reconnaissance et de valorisation. Certaines équipes basculent de la direction technique à la direction marketing, à la direction digitale. Donc, ils ont une difficulté de valorisation de leur propre expertise. Et donc, il y a un enjeu aussi, c'est de se dire, l'union fait la force. Et si on arrive à créer, on va dire, une communauté d'expertise aux bornes du groupe et qu'on met derrière les outils permettant de valoriser cette expertise, on va dire qu'on a une chance plus importante de pouvoir faire reconnaître le design aux bornes de l'entreprise ou d'une entreprise comme Orange. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, mais je pense que de parler un peu de BPCE et peut-être d'autres organisations, il peut même y avoir des fois une image négative. C'est-à-dire, c'est cher et en fait, bon, ça n'apporte pas grand-chose. Et ça prend du temps. Donc, comment lutter aussi contre cette réputation? C'est la chapelle Sixtine, en fait, dans certaines organisations. Oui, c'est pas. Après, il y a des logiques internes. Donc, nous, on n'a pas ce problème de cherté. Il y a pas de plus cher, moins cher en termes de contribution. Il y a quelle est la valeur de la contribution que tu apportes. Et donc, est-ce que je garde un jour de design ou je prends plutôt un jour de développeur? Tu vois, donc c'est pas exactement la même logique. Donc, on coûte ni plus ni moins qu'un développeur. Donc, du coup, d'autant plus se pose la question de savoir comment tu vas valoriser le nombre de jours que tu as pour un projet. Si tu en as 100, est-ce que tu vas garder 10, 15, 20 jours pour faire ce que tu as à faire côté design plutôt que de faire du développement juste pour le plaisir de développer les choses, tu vois. Donc, il y a cette question-là. Et d'ailleurs, ça pose d'autres questions plus difficiles parce que, évidemment, quand tu rentres dans un projet que tu redéfinis la problématique, puisque c'est un des gros enjeux de nos amis designers, de se dire, mais de quelle problématique on parle? Est-ce qu'on est bien clair sur ce qu'on veut faire? C'est vrai que ça pose tout de suite, effectivement, des questions qui piquent un peu.
Et si en face de vous, vous n'avez pas un développeur ou un product owner surtout un product owner mais comme ils sont souvent côté développement, qui est pas très clair sur la proposition de valeur, ou si c'est simplement pour faire du me too, c'est-à-dire faire exactement ce que fait la concurrence, au bout d'un moment, il y a effectivement une difficulté. Donc, le côté travailler en amont, ça demande aussi de préparer suffisamment la collaboration qu'on va avoir avec les entités. Ça veut dire réfléchir à la façon dont on va appréhender, peut-être sous le biais du design thinking ou de la facilitation pour faire émerger les problématiques. Tu vois, donc on s'inscrit dans une démarche qui est vraiment très très longue. C'est un long tail entre la réflexion en amont jusqu'à la production en aval. Donc la question, c'est comment progressivement on sort de la zone de production pure pour remonter sur la zone de réflexion ou de facilitation ou d'idéation, puisque c'est le terme consacré, et comment on intègre ces phases-là, non pas simplement pour faire les Michel Drucker, mais aussi pour essayer de porter une vision utilisateur. Dans mon précédent poste, à la direction interministérielle du numérique, en coopération avec le service d'information du gouvernement, on avait travaillé sur une circulaire. Alors, une circulaire, c'est un document administratif qui, en gros, peut dire à tous les ministères, maintenant, vous devez faire ça c'est important, etc. Et dans cette circulaire, nous, côté direction interministérielle du numérique, on s'était dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait un leader du design dans chacune des directions du numérique pour un chief design officer, pas un designer, vraiment quelqu'un qui a à gérer des équipes de design, qui peut structurer au sein d'une organisation, d'une direction du numérique, les activités de design. Et donc, on avait écrit cette circulaire. Alors, elle comporte tout un ensemble d'autres choses sur la qualité de l'expérience utilisateur, sur ce qu'on appelle le dites-le-nous une fois, ne pas redemander 10 000 fois à l'usager des informations que l'administration détient déjà, etc., etc. Et évidemment, les enjeux d'accessibilité numérique. Et donc, ça déjà, de pouvoir dire... En fait, il y a un document signé d'Elisabeth Borne, qui à l'époque était première ministre, qui dit le design c'est important, qui dit il faut nommer un responsable, un chief design officer au sein de chacune des directions du numérique, et qui aussi appuie l'existence du design system, du DSFR, du design system français de l'État. Ça déjà, je pense dans toute organisation, mais qu'elle soit privée ou publique, ça permet à tout agent, peu importe son niveau hiérarchique, de dire mais là, il y a Elisabeth Borne qui a dit qu'il fallait peut-être faire ça, la DINUM aussi, le SIG aussi, etc. Donc, ça donne de la légitimité et surtout, ça a obligé les directions du numérique à nommer des Chief Design Officers. On avait même en fait inclus une fiche de poste parce qu'on savait très bien que dans l'administration, on n'a pas forcément tous les recrutements possibles. Et donc, l'idée, c'était de préciser ce qu'on entendait par Chief Design Officer. Ce n'est pas un haut fonctionnaire qui, se rajoute une casquette de design. C'est idéalement une personne qui a travaillé pendant 10-15 ans déjà dans le design et manager des équipes. Donc ça, première chose, ça, je pense que ça aide. Et maintenant, donc c'était il y a 2 ans, il y a un responsable du design dans chacun des ministères. Donc, et qui se réunissent et qui donc peuvent aussi s'organiser ensemble autour des enjeux de design. Et ensuite, au sein de notre organisation, à la direction du numérique des ministères sociaux, alors la facilité, c'est que mon rôle, je ne suis pas responsable d'une équipe design. Je gère une équipe qui gère tout un ensemble de 150 applicatifs. Donc, c'est une équipe de 80 personnes. On a 300 à 500 prestataires. Et en fait, toute l'activité de conception, depuis la conception jusqu'à la mise en production et les itérations, etc., elle est chez nous, en fait. Et donc, c'est, je pense, plus facile pour moi de dire, non, en fait, on va faire du design, ça fait partie de la méthode, ça fait partie du process, et juste, il n'y a pas d'autre... c'est comme ça, c'est la décision. Et j'ai aussi le soutien, évidemment, de ma directrice qui soutient tout ce qu'on fait. Donc, en fait, je pense que c'est important qu'il y ait un leader peut-être en complément pour justement appuyer et dire, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Et après, sur la troisième partie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un document qui dit que, de redire que au sein d'une organisation et d'avoir le pouvoir de transformer les pratiques, mais idéalement, il faut aussi un peu embarquer. Pour moi, le design, son bénéfice le plus grand pour l'administration, c'est de dérisquer. Et ça, l'administration, elle n'aime pas trop les risques. Elle a un peu peur de faire des erreurs, même si elle dit aux usagers que c'est OK de faire des erreurs. Il y a ce qu'on appelle le OOPS. Il y a un site internet dédié au sujet du OOPS et c'est OK pour un citoyen de faire des erreurs. Bref. Mais l'administration elle-même n'aime pas trop faire des erreurs. Et c'est normal. Mais
le design, justement, il permet de se dire, en fait, on va dérisquer, on va aller tester, on va aller parler aux gens, on va voir vraiment quels sont les besoins, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut, essayer de l'approcher, d'embarquer les personnes. Et aussi, moi, ce que j'encourage avec les équipes, c'est il faut que ça aille vite. Et alors ça, c'est vrai que j'ai travaillé 13-15 ans aux États-Unis avec un design qui livre. On va pas faire des ateliers pendant 2 ans et puis dire c'est bon, on est prêt là, vous pouvez démarrer le développement. On sait vraiment ce que... Non, c'est comment est-ce qu'on livre vraiment très rapidement, le plus rapidement possible, et qu'on montre que, en effet, le coût, il peut être vraiment réduit, qu'on peut faire de la recherche utilisateur dans un temps assez restreint, en s'appuyant sur des outils qui permettent d'aller recruter des gens, parfois aussi en s'appuyant sur les directions métiers qui connaissent, qui savent où on peut aller chercher les utilisateurs spécifiques, d'une agence régionale de santé ou d'un conseil départemental, etc., etc. Dernière chose, c'est aussi souvent une administration va dire je sais ce que veulent mes utilisateurs, ou un chef de bureau, un responsable dans une administration, et donc on va faire ça. Et donc aussi la réponse, pour moi, c'est très bien, mais moi je suis preneuse de data. Et donc la data, c'est quelque chose de super tangible. Donc ce que vous avancez, moi je suis complètement d'accord, comme ça me semble intéressant. Allons voir la data, quanti, quali, et assurons-nous qu'on va dans la bonne direction. Récemment, je te racontais précédemment, un design sprint qui s'est effectué avec à la base des données qui étaient complètement erronées et quasiment inexistantes. Donc forcément, le résultat du design sprint, data, dérisqué, une autre orientation du design qu'on met peut-être moins en valeur. Ouais, je voulais rebondir sur les points que vous aviez abordés, donc à la fois le côté asset plateforme. Toi, tu disais il faut avoir le tampon officiel et en même temps des chefs, enfin des leaders en tout cas identifiés. Du coup, je vais rebondir sur un cas d'Orange, puisque j'ai bossé 1 an là-bas. C'est en fait quand on a travaillé sur le design system d'Orange, j'étais sous les ordres de Jérôme à l'époque. Il y a des pays, il y a des entités, que ce soit au niveau corporate ou des Orange Business et autres. Et donc, vous avez 400, 500 designers sur l'ensemble du groupe. Et en fait, chacun avait sa librairie de front, son UI kit, son design system. Et donc, on a eu un projet comme ça, donc projet porté par Jérôme, de fusionner les design systems en un design system unique. Donc, c'est un projet qui est encore en cours. Et ça a été un cheval de Troie à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que ça a permis de mettre autour de la table un design office, qui est en fait les grands chefs à plume du design, Jérôme, Éric Marié, Frédéric Jacquet à l'époque chez aussi Orange Business, etc., etc. Mais aussi la bande, qui est très forte chez Orange. Donc la bande siège en fait, par exemple, au Comex. Donc si vous voulez savoir un peu quelles sont les orientations stratégiques d'une boîte, vous regardez son Comex. Et aussi la technique. Et chez Orange, comme c'est une boîte d'ingénieurs, avoir les techos avec soi, c'est très fort. Donc le design system a été un moyen justement de fédérer et aussi d'amener le sujet au Comex. Et ça, peut-être que Jérôme, tu peux nous en dire un mot sur un peu l'aventure qui a fait que à la fin, le sujet design system pour un groupe comme Orange s'est retrouvé devant Christelle Edelman. Ouais, je veux bien. Oui, effectivement, il y a un des enjeux de dire que dans le cadre du processus de reconnaissance ou de valorisation de ce type d'activité, il faut avoir une caution, il faut être adoubé, ou il faut que évidemment la hiérarchie ou le top management puisse reconnaître ça d'une manière ou d'une autre, parce que si ça se passe pas, ça va être plus difficile. Donc, un des enjeux, c'était... alors, ça, c'est de la post-rationalisation, c'est-à-dire qu'au moment où on réfléchit à ça, en se disant, on est dans une logique d'excellence opérationnelle aux bornes d'une entreprise, donc jusque-là, rien de nouveau. On essaye de rentrer dans une logique de mutualisation pour répondre à cette excellence opérationnelle. Si on reste sur le sujet du design, on se dit, il y a quand même un énorme sujet, comme l'évoquait Antoine, de dire pourquoi chaque designer a son UI kit, et qu'on n'est pas capable d'avoir quelque chose que tout le monde, enfin en tout cas tous les designers qui doivent faire de la production UX UI puissent utiliser. Alors évidemment, c'est une question qui s'est posée il y a très longtemps, et on a vite vu, en l'occurrence, que chacun était reparti un peu dans son coin pour créer sa petite boîte à outils personnelle, parce que il avait une bonne idée de ce dont il avait besoin. Donc on a essayé de casser ça. Donc ça veut dire que là, il y a un vrai travail de lobbying. C'est-à-dire, il faut aller voir les uns les autres. En l'occurrence, moi j'ai commencé, puisque c'était porté, le budget était chez moi, mais je me suis aussi assez vite aperçu que c'est pas parce que on produit des choses en termes de composants qu'ils sont utilisés par ceux qui devraient l'utiliser. Donc il y a un déficit d'utilisation qui vous fait dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est-à-dire qu'on produit des choses d'un côté, et ceux qui devraient les utiliser, les utilisent pas. Donc il y a un sujet. Donc, quand on gratte, on s'aperçoit évidemment que
ça correspond pas exactement aux besoins des designers, que potentiellement ils ont recréé leur propre design system. Bon, voilà, on fait le tour de la question et on en arrive à se dire, le seul moyen, c'est si on veut y arriver, c'est donc créer les Nations Unies. Moi, j'avais appelé ça les Nations Unies parce qu'à un moment donné, il faut mettre tout le monde autour de la table, en tout cas les représentants, pour se dire à un moment donné, on est dans des logiques de budget, on va dire limité, en tout cas sur lequel il y a de la vigilance budgétaire, et donc il y a une volonté d'améliorer la productivité, de rentrer dans une meilleure excellence opérationnelle. Donc comment on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire comment on peut essayer de se dire qu'il n'y a plus qu'une seule boîte de Lego, plutôt que chacun sa boîte de Lego. Et donc comment on fait ça? Et c'est à partir de là qu'on a demandé à Antoine et à Tiga en particulier de nous accompagner dans la transformation. Et c'est vrai que ce travail-là, c'est un travail de lobbying, et au travers du lobbying qu'on fait, c'est de se dire, est-ce que à la fois ceux qui portent l'incarnation de la marque, comme tu le disais, parce que c'est la marque Orange, c'est un sujet, c'est une valeur importante, et c'est un acteur important de la valorisation de ce type d'activité, même s'ils nous la délèguent. Donc on a besoin de les convaincre. Une fois qu'on les a convaincus, il faut convaincre aussi des acteurs qui sont des acteurs utilisateurs du design system. Donc c'est les gros pays comme la France ou OB qui sont aussi structurants pour nous. Donc une fois qu'on a obtenu ce quorum là minimum d'influence importante à avoir, on s'aperçoit que progressivement on est obligé de remonter dans les instances de l'entreprise pour progressivement obtenir des budgets pour pouvoir continuer. Donc plus on avance, c'est un chemin. Donc on passe d'un bureau à l'autre, on présente le sujet et puis les personnes le découvrent et disent tiens, c'est pas con ça. Et bon, donc ils appellent une autre personne pour finir avec les représentants du comité exécutif de l'entreprise, parce qu'à un moment donné on rentre pile poil dans la stratégie qui consiste à dire regardons l'excellence opérationnelle à tous les niveaux. Et donc sur ce sujet-là, il y a un sujet d'optimisation clair, d'incarnation, de facilitation. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent derrière cette boîte à outils, bien au-delà de la boîte à outils, et qui permettent d'être, comme tu le dis, un cheval de Troie, au sens où finalement, en révélant l'existence de cette boîte, on révèle d'une certaine manière une des facettes de la contribution du design. Ça ne veut pas dire qu'elle est limitée à la boîte en question, mais elle permet d'apporter un éclairage particulier sur une expertise qui, comme je disais tout à l'heure, est déficitaire en termes de notoriété et de compréhension. Donc, il faut juste faire attention en disant que ce n'est pas tout, mais c'est déjà une partie intéressante de valorisation de ce qui peut être fait, parce qu'on peut, à partir de là, construire un storytelling autour de ces activités beaucoup plus facilement que si on l'a pas. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter sur les stratégies ou les manières dont que tu as utilisées pour justement de valoriser le design au sein du public? Enfin, pour moi, c'est tellement évident. Encore cet après-midi, j'étais dans une réunion où on parlait justement des hôpitaux et des personnes, des médecins qui ont autre chose à faire que travailler avec un système d'information. Dans le public, j'ai envie de dire, c'est peut-être encore plus facile de se dire, le design, c'est aussi redonner du temps aux personnes, optimiser, couper peut-être des tâches qui ne servent à rien, redonner du temps aux médecins pour passer du temps avec les humains. Et en fait, voilà. Enfin, pour moi, c'est un peu ça ma vision du numérique. Et donc, le design doit permettre d'optimiser. Sans ça, voilà, je vois pas comment on fait en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes que vous avez dites, mais moi je retiens surtout 2 choses sur la posture. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as dit qui m'a beaucoup marqué, c'est on parle de leadership, et en fait, je trouve que quand tu dis on voit que ça marche pas, donc on se dit que ça correspond pas au designer, et il y a une posture de leadership qui n'est pas du tout celle que, je vais dire, moi j'ai connue au début de ma carrière, qui était s'ils l'utilisent pas, on va les fouetter, ils vont l'utiliser. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant en termes de leadership, la posture que vous avez. Et je trouve que de ton côté, ce que tu disais sur 2 choses qui m'ont marqué, c'est la notion d'utiliser la data. Donc voilà, je rebondis sur ce sujet-là. Mais aussi une autre chose qui était, il faut délivrer tout le plus rapidement possible. Et j'ai l'impression que c'est aussi des choses qui viennent de votre posture à vous en tant que leader, c'est-à-dire et du coup, dans quelle mesure votre posture à vous, ou vos convictions à vous permettent aussi d'être les porteurs de ces chevaux de Troie? Oui, en fait, c'est un peu quand on tente de porter des transformations,
évidemment, on met beaucoup de soi dans cette transformation, de son expérience, de ce qui a pu fonctionner, de sa vision du monde finalement. Moi, j'ai envie dans cette transformation que tout le monde trouve sa place et que ce soit facile pour tout le monde et que, pour moi, tout ce qui est derrière le design, le management produit, le mode produit, tout ça doit permettre aux agents, aux personnes qui travaillent de mieux travailler, plus sereinement, moins dans l'urgence, moins dans la réactivité. Et en fait, donc oui, je pense que chacun des managers leaders apporte une petite, un élément de soi et que malheureusement, parfois, ces transformations, elles sont portées par un individu qui demain sera remplacé par un autre individu. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je pose des briques ou des fondations en béton armé pour que demain, mes successeurs, pour qu'il y ait des choses qui restent. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on construit une organisation, des méthodes, on ancre des choses un peu comme avec cette circulaire, ou avec l'idée de se dire, maintenant, il y a un responsable du design dans chaque ministère. Donc, petit à petit, on crante. Et l'air de rien, il y a un système qui se crée. Et on va pouvoir laisser des choses parce que mon rôle, en fait, les rôles de sous-directeur, ils sont limités dans le temps. Donc, je sais que je dois aller vite aussi. C'est 3 ans, renouvelable une fois, et après, je peux pas rester. Et donc, il y a le sujet du temps aussi pour moi, et sans brusquer, et parce qu'en fait, on ne change pas. Donc, c'est très, très intéressant. Monsieur Jérôme Ferrari-Fromaget. Non, mais c'est sûr qu'il y a quand même un gros enjeu de leader, de capacité d'entraînement plus que leadership. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une des caractéristiques principales pour ce type d'enjeu, c'est le leadership de conviction. Tu vois, moi je crois vraiment que il y a toi le sais un peu, on a mouillé la chemise, mais oui, il y a quand même l'envie d'aller au combat pour défendre la cause. Et je pense que ça, c'est une des caractéristiques principales, c'est que il faut avoir de la résilience et donc une forte capacité de conviction personnelle sur l'enjeu qu'on porte et sur la volonté qu'on porte. Après, il faut des petites et des grosses victoires parce qu'évidemment, tu t'inscris dans des temps longs, comme tu le dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Plus l'organisation est grosse et plus c'est long finalement à accoucher. Donc, il faut quand même avoir des petites victoires qui jalonnent tout ça parce qu'à un moment donné, effectivement, on se fatigue. Pour nous, une petite victoire, c'est d'aller au comité exécutif de l'entreprise. C'est même une grosse victoire. Alors, il y a des livrables tangibles, mais c'est de la reconnaissance. En fait, on cherche un moyen d'être reconnu parce que c'est un déficit important de perception et de réalité sur lequel il y a un gros enjeu. Donc ces petites victoires-là, elles alimentent la capacité à créer la dynamique. Et plus on a effectivement une dynamique intéressante, plus on a un effet de levier important, un effet d'aubaine. Moi, je l'ai vu, beaucoup de gens sont venus me voir. Au bout d'un moment, à partir du moment où les choses se mettent en place, ça fait partie des petites satisfactions de se dire, des équipes ou des personnes qui étaient pas du tout dans mes équipes sont venues me voir en disant comment on peut participer, tu vois. Donc on construit petit à petit à partir d'une conviction forte et d'une envie de l'incarner. On construit un collectif qui vient, lui, alimenter ça, créer la dynamique pour pouvoir le porter encore plus loin. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça la satisfaction que tu as à un moment donné. D'ailleurs, la victoire appelle la victoire. C'est pour ça qu'on met des quick wins rapides. C'est aussi parce que ça permet de faire du storytelling pour aller chercher de nouveaux alliés. On parlait de vos compétences à vous, et maintenant, puisqu'on s'inscrit, comme on dit, les choses bougent vite en ce moment. En termes de compétences, on parlait d'IA tout à l'heure et de comment utiliser l'IA. En fait, vous, comment vous voyez justement cet aspect compétences? On a parlé un petit peu par rapport à la compréhension de ce que les designers font, mais comment est-ce que vous voyez les compétences des designers par rapport à à leurs partenaires, on va dire, entre guillemets, et aussi même intrinsèquement pour pouvoir grandir dans ce monde qui bouge très vite? Déjà, moi, je pense que c'est très important de distinguer design et recherche utilisateur. Et donc, dans mon organisation, j'ai un responsable du design, une responsable de la recherche utilisateur, parce qu'en fait, ça permet aux designers de se focaliser sur des activités de design et d'avoir un pendant un peu plus objectif, peut-être qui se focalise sur les déroulés, les entretiens, etc., avec évidemment toute l'équipe. Mais voilà, je pense que distinguer ça, alors après évidemment, on a des designers qui s'intéressent un peu à tout et on peut un peu mixer les choses.
voilà, c'est pas une doctrine, c'est pas un dogme, mais c'est voilà, en tout cas, on a deux activités distinctes et c'est aussi important dans le storytelling d'expliquer en quoi c'est différent, en quoi ça intervient pas forcément au même moment et etc., etc. Et puis la recherche utilisateur en elle-même est tellement profonde en termes de toutes les recherches, aussi c'est intéressant parce que ça permet justement de pas tout cacher derrière le gros mot design. Ensuite, donc c'est vrai qu'on parlait compétences. Donc moi j'ai eu une expérience qui m'a emmenée aux États-Unis pendant longtemps où j'ai vu un design dans des organisations numériques, des grands médias, des grandes entreprises médias comme NBC Universal ou New York Public Radio, la radio publique de New York. Mais pour moi c'est vraiment nécessaire de pouvoir utiliser le design pour donc une part évidemment la production, la réalisation et de pouvoir montrer en effet que concrètement en fait sur des interfaces ou sur des objets, des expériences, des journeys, en fait, son impact. Il faut se dire aussi que j'utilise aussi le design pour la transformation. C'est-à-dire que alors ça va dépendre vraiment on essaye vraiment à l'échelle d'un produit de voir ok comment là ça fonctionne pas, comment est-ce qu'on c'est quoi le diagnostic, il y a un sujet de racisme sans doute, une confusion des rôles, du cadencement, de comment on doit travailler, etc. Et souvent j'utilise le design, alors là aussi je serais peut-être critiquée, mais pour justement unveil ou en tout cas faire surfacer les problèmes de process qui peuvent et pour aider à les visualiser et pour aider à en parler. Donc ça, dans le cas de de mon organisation, c'est aussi quelque chose qui me semble important. Et dernièrement, c'est vrai que sur les compétences des designers qui interviennent sur nos produits et projets, alors c'est vrai qu'on en parlait, mais de toute façon, c'est pas moi qui suis responsable de recruter les designers et les équipes, mais parce que c'est le responsable de design qui s'en occupe. Mais c'est vrai que j'ai, moi, une appétence pour des designers qui, idéalement, savent coder, qui ont en fait cette curiosité. Je faisais la comparaison avec un sculpteur qui sculpte du bois. Il sait comment le bois fonctionne, avec l'humidité, avec l'eau, avec toutes les... Et en fait, alors, pour moi et parce que j'ai aussi, designé, longtemps, mais j'ai aussi fait du développement, donc je suis sans doute assez biaisée. Voilà, il y a une partie du designer quand on dessine, quand on imagine, qui peut être frustrante si on n'est pas en capacité d'accoucher ou de mettre en production, entre guillemets, un produit et que du coup, j'apprécie, mais évidemment, on a des designers qui ne codent pas, je trouve intéressant, pour le designer de connaître les enjeux de développement, de connaître les enjeux et en fait, je dis ça pour le designer, mais c'est vrai pour le chef de produit, c'est vrai pour le lead tech ou le développeur. En fait, de s'intéresser à la matière numérique au global et juste d'être associé à son équipe. Et alors, par contre, on ne demande pas au designer de coder. Hein. C'était juste sur la partie, curiosité, intérêt de la matière numérique que je trouve que c'est intéressant. Non, j'ai pas vu de cri. J'ai pas entendu de cri de. Mais il y en aura peut-être dans les questions après. Honnêtement, c'est la première question que j'ai posée en arrivant. C'est de dire quelles sont nos compétences, parce que quand on a la chance d'avoir pas mal de monde réparti en plus sur des sites différents, on a la question de se dire de quoi on parle en termes de force de travail au sens noble du terme et de compétences et d'expertise qu'on peut mettre à disposition. Donc là, effectivement, le retour que j'ai eu, c'est de dire en fait, on n'est pas d'accord entre nous sur les compétences. Voilà, on va se le dire comme ça. Donc c'était un premier travail qui consistait déjà à créer un référentiel. Puisque un des enjeux dans une entreprise qui corrobore sans doute le déficit de notoriété, de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, si on n'est pas capable d'exprimer d'une manière ou d'une autre ce qu'on est capable d'apporter, on a ce déficit-là, et donc ça, si on gratte un peu derrière, on voit qu'effectivement, on n'est pas clair. En tout cas, on n'a pas fait la synthèse sur les compétences qu'on revendique sur le territoire du design dans une entreprise comme nous. Design plutôt d'expérience, nous, ce qui est déjà large. Donc un des premiers enjeux, c'est de se dire, mettons-nous autour de la table. Donc là, c'est pas les Nations Unies du design system, c'est déjà au sein de mes équipes, de se dire finalement de quelles compétences on parle et qu'est-ce qu'une compétence. Donc c'est le combinatoire entre savoir-faire et contexte d'utilisation du savoir-faire. Donc ça, on le crée. En le créant, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des sous-catégories, qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, on modélise un peu l'approche et puis on va voir les uns les autres. Alors, il y a des freins aussi parce qu'évidemment, quand on commence à faire ce genre d'exercice, on se dit « Oula, ils sont en train de commencer à évaluer mes compétences.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière, etc. Donc, il y a des freins, ce qui est normal, parce qu'on s'inquiète, entre guillemets, naturellement, sur le pourquoi du comment. Donc, il faut aussi rassurer sur la capacité à dire, on n'est pas là pour juger les uns et les autres, on est là pour essayer d'évaluer le plus précisément possible l'expertise. Et c'est d'autant plus important que derrière l'évaluation de l'expertise, c'est la montée en compétences dont on parle. Et donc, c'est la capacité à développer ce qu'on appelle des plans de développement individuel chez nous. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui, voilà le référentiel de compétences, très concrètement. C'est au manager de pouvoir évaluer les compétences de chacun des collaborateurs de son équipe et de définir un plan de montée en compétences, c'est-à-dire des modules de formation, du mentoring, un événement comme ça qui permet de faire progresser le collaborateur dans l'expertise qu'on va lui demander et qui doit se déformer progressivement en fonction des enjeux que nous avons autour du product design et en fonction des enjeux d'évolution du dit métier, notamment avec l'IA, puisque je pense qu'on va pas y couper, on va parler de l'IA. Et donc tout ça doit être pris en compte, mais encore une fois, il faut repartir de fondamentaux du jeu que doivent être un référentiel de compétences. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a la nécessité d'en créer un dans une entreprise qui correspond aux activités de l'entreprise et des collaborateurs en question, de pouvoir mettre en place les modèles d'évaluation de ces compétences et de créer quelque chose qui permet de dire, sur cette compétence-là, il y a des modules de formation, il y a tout un processus qui te permettent d'amener une meilleure expertise jusqu'au binomage, parce qu'évidemment, la pratique, on peut apprendre l'anglais pendant 15 jours et puis ne plus parler anglais pendant un an. Les 15 jours qu'on aura appris, sur lesquels on aura progressé, ils n'existeront plus. Donc, on est dans la nécessité impérieuse de mettre en pratique très vite ce qu'on a appris. Pour rebondir là-dessus, chez nous, on a défini 3 priorités cette année. Le premier, on vous l'a cité tout à l'heure, c'est la posture. La posture de designer, donc elle est sur développer le leadership, ce qui est pas facile sur des gens qui sont plus empathiques et voilà, mais c'est hyper important, notamment dans le contexte actuel. Ensuite, le deuxième, c'est les analytics, les data. Ça, peut-être que si on a un peu de temps pour en parler. Et la troisième, et ça va permettre de faire le pont, c'est l'IA. C'est-à-dire que aujourd'hui, les cas d'usage sont réels. Par exemple, sur la recherche, sur la partie amont, on a sur les cas qu'on a, on divise par 3 ou 4 le temps passé. En analyse, on n'a pas encore réussi à faire des estimations vraiment en tout cas de consolider des estimations, mais pareil, il y a des gains réels. Là, sur les maquettes, aujourd'hui, sur le prototypage, on a du Dust, du Lovable qui arrive. Figma, on attend vraiment les nouvelles annonces là, qui vont arriver à config. Voilà, et donc on a 1 an en fait à peu près pour être à jour, pour pas se prendre pour pas se dévaluer les compétences en tout cas. Enfin, nous, c'est un peu l'horizon qu'on s'est donné. Du coup, ma question c'était sur la question de l'IA. Est-ce que vous avez mis en place des choses et c'est quoi un peu votre politique et votre approche par rapport à ça? Alors déjà sur l'IA, il y a évidemment le premier enjeu qui est l'enjeu environnemental. Je vais un peu esquiver sur ce sujet parce que c'est un vrai sujet mais ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le monde a accès à l'IA générative dans la poche de son téléphone, enfin dans la poche dans son téléphone, et en fait c'est juste impossible d'empêcher son utilisation. En tout cas, on peut sans régulation. Bon bref. Donc moi, ce dont je m'étais aperçue, mais néanmoins, pardon, c'est qu'on doit sensibiliser les agents sur donc le sujet de l'environnement, mais pas que. Et du coup, à ce titre, au sein de la DNUM, la direction du numérique, mais aussi du ministère, on est en cours de rédaction d'une doctrine sur l'IA. Alors évidemment sur l'enjeu environnemental, mais pas que, sur les enjeux de transparence vis-à-vis des usagers. Typiquement, si une administration a fait du ciblage, par exemple, elle doit aussi évidemment notifier l'usager, l'entreprise qui a fait l'objet de ce ciblage via l'IA. Donc il y a tout un enjeu de communication, de transparence, tout comme avec les algorithmes, etc. Donc doctrine, sensibiliser, former, déjà à l'échelle un peu avec la hiérarchie qui impose. Et en septembre ou cet été, je me suis rendu compte que les agents, en fait, ils avaient une compréhension de l'IA générative qui était vraiment disparate. Et donc, on a organisé une formation d'une demi-journée avec une personne experte de l'IA. Et c'était très, très chouette, en fait, parce que
Voilà, c'était très concret. Ils ont créé tout un ensemble de choses qui avaient rien à voir avec le travail. Donc, en plus, ça les a sortis de leur quotidien. Voilà. Donc, certains d'entre eux, encore une fois, je rappelle l'équipe. On a une équipe qui travaille sur la data, une équipe design et développement, et puis des bureaux qui travaillent sur du développement d'applications. Donc, vraiment des profils, voilà, un peu mélangés, un peu divers. Et c'est vrai que j'en entends encore parler aujourd'hui de cette formation. Donc, c'est quelque chose qui les a marqués et qui, je sais, ils utilisent certains dans leur quotidien. Donc, pour parler du quotidien, c'est dans le cadre, par exemple, du passage au mode produit. Alors, je sors un peu du sujet du design, mais typiquement, des équipes qui finalement ont du mal à lâcher les cahiers de specs, eh bien, les aider à en fait rédiger des user stories sans en fait redoubler ou dédoubler finalement le temps, avoir des choses assez structurées, par exemple. Bon, je sais que c'est aussi utilisé dans le cas de la recherche utilisateur et dans d'autres sujets. Honnêtement, je ne connais pas l'étendue de ce pourquoi utilisent des agents. En tout cas, pour le moment. Alors nous, il faut savoir, on est sur un environnement en Teams. On n'est pas les bons élèves de l'État sur la question de la souveraineté. Et donc, on a mis à disposition de certains agents des instances de copilote, mais qui coûtent très très cher. Et d'autres agents, voilà, utilisent d'autres, voilà, Mistral, ChatGPT, etc., Claude, etc. Mais donc, moi, je suis pour, voilà, qu'on fasse confiance aux agents sur l'utilisation. Et après, j'en parlais, je fais une petite parenthèse rapide. Je dis ça, on est aujourd'hui en avril 2025, mais qui sait où on sera l'année prochaine. Je discutais avec une amie qui me disait, une amie à elle qui a fait de la recherche utilisateur dans une entreprise. Maintenant, en fait, on lui dit que certaines tâches, c'est pour l'IA, où l'IA a été déployée dans toute l'entreprise. Certaines tâches, c'est pour l'IA, et d'autres tâches, c'est elle qui les fait. Et en fait, c'est vrai que dans une journée de travail, peu importe le poste qu'on a, il y a des tâches qui demandent un peu plus de travail du cerveau, en tout cas si on est devant un ordinateur, et d'autres qui sont un peu plus légères. Je sais pas, classer des choses, répondre à des mails, etc., etc. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut alterner. Enfin, souvent, dans nos métiers numériques, on a le choix, cette chance d'avoir le choix d'alterner différents types de travail et d'activités qui nous permettent en fait d'avoir des moments intenses d'activité et puis d'autres moments où le cerveau un peu se repose. Et donc en fait, dans cette organisation privée, hein, je le précise, on lui disait, en fait non, maintenant en fait, tu vas pouvoir te focaliser sur ces tâches intenses. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est en fait, je suis fatiguée, je peux pas faire que des tâches ultra intenses. J'ai besoin de respirer. Et là, en fait, ça m'a fait un peu peur. Alors nous, le sujet effectivement, il est hyper tendance, mais ce que moi j'ai trouvé important de considérer assez vite sur ce sujet-là, c'est que il y a une période peut-être il y a un an et demi où il sortait des agents et des solutions tous les jours. Et du coup, en fait, on n'arrivait plus à suivre tellement il y avait de propositions. Donc là, ça se tarit un petit peu. Il y a des gros acteurs qui sortent, les Chinois, etc. À l'époque, moi, ce que j'avais trouvé important, c'était de pas rater le train, au sens où il fallait monter à bord des solutions, des propositions qui étaient faites par les différents acteurs pour un peu les appréhender. Donc c'était plutôt dans une logique de camp que j'avais demandé aux équipes de travailler, c'est-à-dire de demander à des collaborateurs de mes équipes de façon proactive s'ils étaient intéressés pour étudier dans le cadre de leur job une solution et de pouvoir après la partager avec l'ensemble du collectif pour l'évaluer un peu d'un point de vue professionnel. Ça, on l'a fait pendant une bonne année et on s'est quand même aperçu à cette époque-là que entre avoir un intérêt perso de l'agent versus une capacité à rentrer dans une utilisation professionnelle, il y avait quand même un gap. Donc on est quand même assez vite nous redescendus sur terre en se disant c'est sympa mais c'est pas mature, c'est intéressant, il y a des choses qui peuvent être faites, mais on n'est pas en capacité aujourd'hui de dire on va l'inscrire dans le processus métier ou de travail ou de projet dans lequel on veut inscrire ce sujet. Néanmoins, là, on a quand même souhaité avancer un peu plus. Alors moi, j'ai voulu le prendre côté compétences. C'est-à-dire, ce que je considère moi intéressant, c'est de dire, dans la façon dont on appréhende désormais les compétences, il y a des processus spécifiques de la compétence en question, et regardons dans ce processus-là ce qui peut, à un moment donné, être, donc dans les briques, être annulé, remplacé par de l'IA. Alors c'est vrai que le sujet le plus évident, c'est
c'est la user research, puisque par définition, vous faites des interviews en vocal, il faut les transcrire en texte, il faut faire la synthèse, il faut faire les conclusions, etc. Donc tout ça, c'est des sujets. D'ailleurs, à l'époque, il y a 6 mois, on ne parle pas d'il y a 25 ans. À l'époque, c'était compliqué de faire le combinatoire entre le text-to-speech plus la synthèse. Bon, maintenant, ça se fait en une fois. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est vraiment les questions de qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on l'intègre à un moment donné dans des processus métiers. Parce que c'est pas du annuler, remplacer de collaborateurs, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma conviction. C'est essayer d'identifier ou d'étourer des tâches qui, effectivement, peuvent être intéressantes d'être, entre guillemets, faites par des machines plutôt que par des humains. Mais quand on regarde la vision des décisionnaires, le travail qui avait été fait sur le travail, enfin sur la projection des métiers à horizon 2030, on voit que le gros sujet, c'est finalement plutôt l'automatisation. C'est-à-dire la capacité à rentrer dans des logiques de productivité assez fortes sans avoir d'interaction humaine pour produire quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au départ et à l'arrivée, mais entre les deux, on cherche à rentrer dans une logique d'automatisation assez forte pour pouvoir peut-être cumuler des tâches plus rapides et rentrer dans une logique d'efficacité opérationnelle qui est demandée par les entreprises, donc plus forte. Mais moi, le sujet, il est adressé plutôt d'un point de vue métier, pour répondre à ta question, d'un point de vue métier, et regarder à l'intérieur du métier comment on peut remplacer certaines tâches par effectivement l'utilisation de l'IA. Et dernier point, moi, ce que je trouve très important aussi, c'est valable dans les produits type design system qu'on essaye de développer très vite, on veut aussi l'intégrer pour le rendre concret. Parce qu'aujourd'hui, un exemple assez intéressant qu'on développe, qui faisait partie aussi du succès ou de l'insuccès du design system, c'est la capacité à trouver le composant qu'on cherche. On passe par un moteur de recherche, mais c'est en fonction du prompt qu'on écrit qu'on va obtenir une réponse qui correspond à ce qu'on veut ou pas. Donc il y avait aussi de la déperdition assez forte entre je cherche un icône qui symbolise quelque chose et puis le résultat. Voilà. Et donc un des chantiers qu'on a en ce moment, c'est d'intégrer dans le moteur de recherche un certain nombre d'agents IA qui vont essayer de récupérer, enfin en tout cas, ils vont récupérer un certain nombre d'informations pour pouvoir élargir la capacité de répondre plus précisément à la demande qui est faite, y compris sur des visuels, y compris sur une capacité de le créer à la volée s'il n'existe pas, etc. Donc on voit bien qu'on rentre aussi dans la logique de je suis utilisateur ou je suis expert métier et comment j'intègre à un moment donné cette technologie pour la déformer et pour la rendre utile à l'utilisateur et donc aux collaborateurs. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, parce que tu parles de utile et dans l'administration, en fait, alors c'est très bien qu'on parle d'IA, mais avant l'IA, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut déjà faire pour améliorer l'expérience utilisateur des citoyens, des entreprises, etc., des agents. Et qu'en fait, voilà, parfois, moi, j'ai cette impression qu'on est tellement surexcité autour de l'IA. Les leaders le sont aussi, hein, et qu'en fait, on oublie en fait, la base. Le design, toute la data et les flux de données entre administrations. Je parle du numérique de l'administration, mais le sujet du dites-le une fois et comment est-ce qu'on peut, quand on a autant de data et de la bonne qualité de la donnée, en fait, on peut déjà faire beaucoup. Et nous, typiquement, on utilise les données de la déclaration sociale nominative. Voilà, il y a tout un champ de données déjà qui sont accessibles et qui permettent de rendre un service. Effectivement, ce que vous dites, c'est aussi qu'il y a une difficulté parfois à trouver les cas d'usage, même si on en a pas mal sur l'optimisation, sur l'automatisation, mais aussi on a encore du mal parfois à projeter sur ça. C'est quoi en fait quand il y a une rupture technologique, par définition, les choses, on ne sait pas ce qui arrive derrière. On a déjà des métiers augmentés avec des personnes qui sont capables de faire plusieurs tâches, donc plusieurs métiers du produit justement qu'on voit apparaître. Donc c'est pas non plus anodin quoi comme sujet. Après, je pense que dans des grosses organisations comme ça, il y a un autre enjeu qui est aussi d'avoir des entités qui commencent à faire de l'innovation sur des produits qui sont censés développer des IA et où il y a des designers qui y vont mais qui sont pas forcément formés ou accompagnés pour vraiment comprendre comment fonctionne l'IA, qu'est-ce que moi je peux apporter en tant que designer. Et donc c'est un peu, ça tâtonne quoi, ça tâtonne et c'est pas très confortable, je pense. Oui, juste un point par rapport à ça, parce que dans la rupture techno et dans le fait de reconstruire l'expérience digitale, il y a quand même une réalité, c'est que aujourd'hui,
on va avoir une disruption quand même assez forte je construisais un site web tranquillement avec 1500 pages, voilà, qui était visité à hauteur de 0,01% pour plus de 1000 pages. Si je vous fais la synthèse du truc, donc 80% du travail qui sert à rien, parce que même si vous faites du référencement intelligent sur Google, les pages en question ne sont pas visitées. Donc on est dans un modèle du one-to-many, c'est-à-dire on met à disposition des pages et puis les gens cherchent plus ou moins, de façon plus ou moins efficace, l'information qu'ils veulent obtenir, à un modèle où on va poser la question, vous connaissez aujourd'hui comme moi, où on va récupérer les informations qu'on cherche directement dans les pages en question. Donc la rupture, là, vous la voyez comme moi, c'est-à-dire on quitte le monde de je vais te construire des sites web tranquilles à un moteur qui va aller chercher de l'information. Donc est-ce que cette information, elle a besoin d'être visible quelque part, ou est-ce qu'elle est stockée dans un autre endroit? Enfin, il y a plein de questions qui se posent, mais en tout cas, dans l'interaction juste là-dessus, parce qu'on pourrait passer la nuit sur ce sujet-là, dans l'interaction qui va se construire, ça va forcément changer la donne. Donc, on va passer d'un modèle figé à un modèle dynamique, avec quelque chose qui, en tout cas, un moteur qui va aller chercher les informations dont on a besoin. Et donc, ça va forcément changer l'expérience utilisateur. Très bien. Je Il va propose, falloir conclure. c'est ça, de passer à quelques questions peut-être, ou alors on les pose là-bas autour de. Ouais, Non, on je a sens faim. que Peut-être juste un mot de la fin, si vous deviez résumer justement ce qui fait votre capacité à vous mettre à la table des décisions dans votre organisation aujourd'hui, si vous deviez le résumer en une phrase ou deux, quelle longueur les phrases. quelle longueur les phrases, sans trop de virgule. J'ai envie de dire la folie, mais la folie, l'inconscience et l'envie de transformer et de changer les choses. Oui, je pense qu'il y a de la folie, ouais. Je vois pas d'autre chose que de la folie, mais non, mais aussi de la conviction. C'est-à-dire que, encore une fois, la question de l'utilisateur et du service qu'on met à disposition, je pense que c'est assez moteur. Encore une fois, c'est un discours très normé de se dire, il y a personne qui va vous dire dans une entreprise, non, moi le client, je m'en fous. En fait, ça m'intéresse pas. Mais derrière le client, il y a l'utilisateur. Donc aujourd'hui, quand on vend quelque chose, dans cette logique économique, il y a bien une raison d'être au service. Et elle est pour un utilisateur, elle est pour un client. Donc ce moteur-là, il anime les designers, en particulier chez moi, sur l'expérience qu'on veut offrir. Donc la motivation qu'on a, c'est quand on parle de ça, on a besoin de convaincre au plus haut niveau et on a besoin d'avoir des résultats tangibles sur la capacité à dire ce service-là parce qu'il est orienté utilisateur et donc il est à base de user research et il a pris en compte un certain nombre de choses. Il doit faire la différence. C'est parce qu'il fait la différence qu'on a besoin de nous. Du coup, Pizza Time. Est-ce que tu voulais faire les questions Pizza Time? Bonjour Sophie, moi je suis VP Product Design et je voulais savoir s'il y avait dans la posture, alors peut-être que pour Marine c'est différent parce que tu as un rôle qui est beaucoup plus complet, mais dans la posture de Head of Design, est-ce qu'il y a des frustrations que tu as par rapport au CPO, des décisions ou ton homologue côté Product Management? Non, la frustration, elle est pas forcément par rapport au CPO. Le CPO, finalement, pour déjà la fonction est relativement récente, donc elle se construit, elle se reconstruit progressivement, mais la frustration, elle est plutôt d'être certain d'être contributeur au bon moment dans le projet et d'être certain que quand on contribue dans le projet, on contribue aussi au bon niveau de contribution et d'expertise. Donc c'est plus cette frustration-là, et donc c'est plus entre guillemets un combat d'être certain que sur tous les projets sur lesquels on intervient, on est avec le bon niveau de contribution. Et ça, c'est une source de frustration très importante quand je découvre qu'on n'est pas au rendez-vous, non pas de l'expertise, mais pas au niveau de la contribution qu'on pourrait apporter. Tout le monde y perd. Non, moi je dirais la frustration pour moi, c'est plus l'équipe grossit, plus l'équipe est grosse et moins on est en contact avec tout le monde. Alors déjà, c'est une frustration humaine, c'est qu'on perd ce contact direct avec un peu amical finalement. Donc ça, voilà, frustration comme ça. Et puis frustration parce qu'on peut pas être partout et qu'en fait on doit déléguer, on peut pas tout regarder. Et après, moi je dirais ma frustration d'un point de vue de l'administration, c'est en fait qu'il y ait une direction du numérique par ministère.
pour moi, il devrait y avoir une direction générale du numérique. Parce que voilà, donc là, on a parlé de certains enjeux, du design, du mode produit, mais un de mes grands enjeux et sujets que je porte en interne, c'est le sujet de la mutualisation des communs numériques. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, typiquement en 2026, chaque ministère va organiser des élections pour la fonction des élections pour les représentants syndicaux des agents. Pardon. Chaque ministère va développer un produit numérique pour réaliser ces élections. Je ne vais pas rentrer dans les détails des coûts, mais typiquement, voilà, c'est un objet qu'on pourrait mutualiser et moi, je crois à une grande direction générale du numérique qui permettrait d'avoir une direction du numérique de l'État qui est bien plus forte, bien plus solide et en même temps qui est capable de mutualiser, qui peut brasser tout un ensemble d'agents de compétences et qui peut faire face aussi aux directions métiers et davantage appuyer les décisions, etc., etc. Voilà. Alors moi, j'ai une question toute simple, parce que du coup, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille sur le sujet. Et du coup, je me dis, mais pourquoi encore aujourd'hui, en 2025, selon vous, pourquoi on n'est toujours pas intégré à la table des décisions? Qu'est-ce qui bloque, quoi, selon vous? Bah, moi, je me sens intégrée. En fait, enfin, moi, alors j'espère que ma carte fonctionnera toujours demain. En tout cas, jusqu'à là, tout à l'heure, quand je suis arrivée ici, j'étais encore intégrée. Donc, d'être membre du CODIR, de pouvoir porter les sujets de design au cœur d'auprès des directeurs et directrices d'administration centrale, de porter ce sujet-là. En fait, pour moi, le sujet principal, ce n'est plus le design, parce qu'en fait, on y arrive justement à mettre du design. Alors, bon, on y arrive, il faut être là. Voilà, c'est que ça prend du temps parce que voilà, on peut pas être partout au même moment. On n'a pas une équipe de 500 designers. Mais pour moi, le sujet là, des prochains mois, c'est le passage au mode produit. Et là, c'est plus dur. Parce qu'au final, ce dont je me rends compte, ça fait 1 an et demi que je suis sur ce poste, je me faisais cette réflexion récemment parce que bon, on réfléchit sur le temps qui passe, etc. Et je me disais au final, bah, la recherche utilisateur, le design, c'est passé. Au contraire, nos équipes produits ou projets sollicitent les designers, ils ont compris l'avantage, etc. Donc chouette, super, facile. En revanche, le passage au mode produit, parce que c'est un changement tellement culturel de posture, de pratique, de prise de responsabilité, là, je le trouve bien plus, c'est bien plus un challenge. Et du coup, mais je veux y arriver parce que toutes les directions du numérique des ministères travaillent là-dessus. Et donc, depuis récemment, on a organisé avec tous mes homologues des autres ministères des réunions mensuelles pour justement se parler de tous ces sujets-là. Et c'est hyper intéressant. Donc, on est tous confrontés aux mêmes choses. Et donc, voilà, qui sera le premier qui arrivera à mettre en place une organisation de produits qui fonctionne. Moi, en tout cas, c'est entre guillemets mon rêve là sur ce poste actuel et pouvoir aussi le documenter. Et je parlais tout à l'heure de fondation, de béton armé. C'est comment est-ce qu'on inscrit un modèle qui perdure en fait après au final. Peu importe les prochains managers, les prochains leaders, en fait, que ce soit inscrit, en fait, on passe à autre chose. On se focalise sur les politiques publiques, sur le service qu'on rend aux usagers, aux citoyens, aux agents, etc. Oui, c'est une bonne question. Je pense que quand tu dis 25 ans, il y a peut-être une période là plutôt récente du design d'expérience qui est vraiment à maturité sur les 5 dernières ou 5-6 dernières années. Donc, je pense qu'avant, c'est une autre histoire. Mais si on prend l'histoire sur les 5 dernières années, de dire sur le périmètre du design d'expérience, où est-ce qu'on en est? Donc, on est vraiment en train de progresser. C'est-à-dire, on est en train de monter en puissance par rapport à la capacité à apporter de la contribution. Je pense que ce qui nous manque, nous, et ce sur quoi on travaille, c'est effectivement la question de rassembler les forces, structurer la démarche, apporter un certain nombre d'outils. Donc, c'est ce que j'appelle les assets. Parce que ce dont on a besoin, c'est les fondamentaux du jeu. Si on est chacun dans son coin avec sa boîte à outils pour faire le travail, et qu'on n'est pas unis autour d'une méthodologie, une façon de travailler, des modes de fonctionnement, de l'outillage, etc., on perd en puissance de frappe et on perd en compréhension de ce qu'on peut apporter. Donc l'union fait la force. L'outillage et les assets qu'on met à disposition, les méthodologies, doivent être partagés et revendiqués par l'ensemble de l'écosystème. Donc, écosystème et asset sont les 2 mamelles de la réussite. Je vais faire une réponse. Moi, tu m'as pas demandé, mais j'ai quand même envie de répondre parce que je suis designops et que du coup, en fait, moi, ça m'a fait réagir ce que tu dis parce que je trouve que il faut qu'on trouve un équilibre en fait entre ces mutualisations et la liberté.
Sinon, en fait, il apporte pas cette disruption, il apporte pas ses idées. Donc, je trouve que c'est un exercice d'équilibriste qui est hyper intéressant. Moi, je pense qu'on a gagné des trucs, mais qu'en fait, on n'a pas trouvé cet équilibre, je crois. Mais je veux aussi donner mon avis, il faut pas déconner quand même. Non, mais blague à part, il y a aussi d'autres choses, je pense, qui jouent. On parlait tout à l'heure de posture. Il y a aussi si on balaye un peu devant notre propre porte, il y a une question de posture aussi. On n'est pas bon pour se vendre. La plupart des designers viennent pas d'école de commerce ou d'ingénieurs, n'ont pas été formés à ça. Et ça, c'est un vrai sujet dans des organisations, je pense. Conviction personnelle pour le coup. Ouais, mais les devs, ils sont stratégiques. Je dis pas que le design ne l'est pas, mais c'est moins évident parce que le dev fait le produit final. Et par contre, sur la question de produit, effectivement, le design arrive progressivement à maturité. Il y a aussi un sujet de captation de la question de design thinking et de la discovery par d'autres métiers, sur laquelle on n'a pas été bon pour se positionner. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit apparaître nous aussi, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de cabinets de conseil et de coachs et agiles et compagnie, qui ont survendu en fait, que ça soit l'approche agile ou l'approche produit, sachant qu'on a beaucoup de grandes organisations ou aussi au sein du public qui ne sont pas adaptées culturellement à ça. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec le backlash, le retour de boomerang, qui est que on voit des organisations venir dire, mais en fait, le produit, l'agile sous ce baratin, c'est bien. En fait, on a remis des nouveaux titres PM, PO sur des chefs de projet ou chefs de projet fonctionnels, etc. Et au final, ça ne délivre pas de valeur, ça n'apporte pas les résultats que vous nous avez promis. Et donc, on se retrouve avec un retour aussi du mode projet, ou en tout cas de logique de mode projet. Donc, alors qu'on n'a pas déjà fini cette transformation produit, on va dire, au sein des organisations, c'est déjà remis en cause. Donc, il y a aussi une question derrière ça prend du temps, il ne faut pas survendre. Et aujourd'hui, on est confronté au-delà du design, à des questionnements aussi sur l'efficacité produit et agile. Donc, sur lesquels eux se retrouvent confrontés aux mêmes difficultés que nous sur le démontrer la valeur. Me permet de juste rebondir sur ce dernier point, tout à fait. Mais pourquoi ? Parce que le développement agile a été fait mal en fait, et en dépensant bien trop, en laissant filer un peu le porte-monnaie. Moi j'ai des personnes qui sont traumatisées par des équipes des ESN qui ont pu faire des interventions pour dire pas de souci, on fait de l'agile. Et en fait, en effet, le porte-monnaie a filé, et ils se sont dit on n'a rien fait, etc. Alors qu'en fait, il faut retravailler. Oui, totalement. C'est ce que je disais sur le côté des conseils, des coachs ou des cabinets de conseil qui ont survendu la méthodo, et qui l'ont survendu aussi numérairement, en termes de pognon, parce que ils se font leur fric là-dessus. Totalement. On me souffle dans l'oreillette que les pizzas sont arrivées. Ah, très bien. Et voilà. Donc, je tiens à vous remercier très chaleureusement d'être venu, parce que c'était hyper intéressant. Bravo. Merci à vous aussi d'être venu. Et je vous propose de continuer en vous dirigeant vers le buffet et de poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser, si vous en aviez encore. Voilà. Merci. Merci encore.